Et on va aller plus loin sur ce sujet avec notre invité ce soir, Erwan Saoudi. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je le disais, délégué FO pénitentiaire. Une attaque terroriste par un islamiste dans l'enceinte d'une prison française. Quel est votre premier sentiment? Vous nous dites ce soir, c'est pas étonnant, ça devait arriver. Qu'est-ce que vous vous dites? Mon premier sentiment, c'est un sentiment d'écœurement, puisque c'est le deuxième qui arrive sur les prisons françaises. C'est le sentiment d'impuissance, de se dire que nous sommes rentrés en mouvement en janvier dernier justement pour dénoncer tout ça, en expliquant qu'il fallait classifier les établissements, qu'il fallait mettre l'accent des moyens financiers, humains, justement sur la gestion de ces personnes radicalisées. Et puis, force est de constater qu'un an plus tard, assez facilement, je ne sais pas si je pourrais dire ça, mais quand même, ça a pu à nouveau se répéter et de manière très violente. Cette affaire pose pas mal de questions. L'arme de l'attentat est un couteau en céramique, peut-être apporté par la femme. Les portiques de sécurité ne détectent pas la céramique, dites-moi si je me trompe. Non, vous avez tout à fait raison. Donc pas de fouille, si cette femme a apporté ce couteau. Est-ce qu'il n'y a pas de fouille systématique des personnes qui viennent rendre visite à des détenus radicalisés? Alors là, c'est un vaste débat, mais effectivement, en France, les personnes qui rendent visite à des personnes détenues, qu'elles soient radicalisées ou pas, ou de très gros profil, grand banditisme, les familles ne peuvent pas être fouillées par les personnels pénitentiaires. Donc en fait, le contrôle est très simple. Il passe sous un portique à ondes millimétriques qui va détecter tout ce qui est métallique, mais tout ce qui est organique, comme le shit, des pains d'explosifs. Par exemple, s'il n'y a pas le détonateur, le pain d'explosif passe sous le portique à ondes millimétriques et on n'a aucun moyen d'aller plus loin dans la fouille ou même de se rendre compte qu'il y a un souci. Chez Force ouvrière, justement, nous, on demande à ce qu'il y ait des chiens, justement, sur les établissements, qu'on puisse, au-delà du portail millimétrique, avoir un contrôle sans forcément fouiller à nu ou par palpation les personnes, mais au moins avoir quelque chose qui nous permette justement de Pourquoi ça n'est pas fait? C'est un problème de moyens? Quel est le problème? Pour nous, c'est pas un problème de moyens. C'est pas une équipe cynotechnique qui coûte cher. C'est encore une fois de plus l'envie politique, les choix qui sont faits sur la gestion de l'administration pénitentiaire. Il y a beaucoup de dogmes sur la sécurité, ça depuis des années. C'est ce que nous dénonçons. La violence, elle a énormément changé. Les profils que nous gardons ont énormément évolué. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est pas un mauvais mot que de parler de sécurité, de chiens, de plusieurs éléments qui seraient nouveaux, qui pourraient aider. Autre interrogation, autre étonnement, un détenu ultra surveillé, condamné à 30 ans de prison, comme c'est le cas aujourd'hui, peut recevoir une visite de sa femme dans ce qu'on appelle une unité de vie familiale. Qu'est-ce que c'est que cette unité? Et ces gens-là ne sont pas à l'isolement total? Ah non, du tout. Beaucoup de découvertes pour les téléspectateurs ce soir. Oui, c'est sûr que c'est quelque chose qui interpelle. Cette personne a été condamnée, à peine, donc on est en 2019, 2 ans plus tard, elle peut bénéficier donc d'un UVF, une unité de vie familiale. Alors pour être un peu plus simple, c'est une sorte d'appartement qui fait à peu près 70 mètres carrés, qui est complètement meublé, qui dispose d'une cuisine, d'une chambre, enfin vraiment la même chose qu'on pourrait voir à l'extérieur, sauf que c'est à l'intérieur. Et puis pendant 2 jours, voire 3 jours, on laisse les personnes vivre sans surveillance particulière de la part de l'administration pénitentiaire. Et ça, c'est quelque chose qui participe au maintien des liens familiaux. Alors encore une fois de plus, où est-ce qu'on met le curseur entre sécurité et maintien des liens familiaux? Ça, c'est encore une fois de plus des choix politiques qui doivent être faits. L'isolement, ça veut dire que c'est que pour des cas comme Salah Abdeslam, des détenus considérés comme extrêmement dangereux, encore une échelle au-dessus? C'est pour qui l'isolement alors? Alors l'isolement, oui, voilà, c'est ça. C'est pour des personnes qui vont être dangereuses pour elles-mêmes ou pour les autres et qui ont, de par leur affaire, un caractère qui nécessite d'être d'être complètement étanche du reste de la détention. Là, ce monsieur, pour le coup, était apparemment reconnu comme terroriste, mais pas comme actif finalement, ou en tout cas on a encore une fois de plus par rapport à nos moyens sous-estimé la menace en disant que de toute façon il y en a beaucoup d'autres comme lui et qu'il ne se passe rien, et puis on voit ce qui est final. Un converti en 2010, radicalisé en prison, ça fait des années qu'on dit qu'il y a un problème de radicalisation en prison. Des choses sont faites, vous sentez une évolution ces dernières années, depuis le temps que le débat existe? Depuis le temps que le débat existe, depuis tout ce qui s'est passé l'année dernière. L'année dernière, le sujet a été porté un petit peu plus au niveau public. Et on se rend compte qu'un an plus tard, il faut un fait médiatique. C'est ce qui nous interpelle. On a l'impression que
que ce qui fait avancer le sujet, c'est l'exposition médiatique. En attendant, nous, on vit quand même avec ces difficultés-là et il est temps aujourd'hui, en France, en 2020, 2019, mais de mettre vraiment les moyens financiers et humains pour gérer ça. On sait qu'il va y avoir le retour là bientôt de 160 djihadistes aguerris qui ont été sur des terrains de guerre, qui ont vécu des choses, à mon avis, qu'un surveillant lambda ne peut pas entendre. Vous nous dites que les prisons françaises ne sont pas prêtes à les accueillir? Absolument pas. Qu'est-ce qui est prêt aujourd'hui? J'aimerais bien que Madame la ministre nous explique clairement comment vont être gérées sur le temps ces 170 personnes. Il n'y a pas de formation spécifique pour les surveillants qui s'occupent en particulier des détenus radicalisés? Il y a un suivi, quelque chose? Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle des QERS, qui sont des quartiers d'évaluation de la radicalisation, mais qui permettent juste d'avoir un avis sur le niveau de radicalisation de la personne détenue. Donc ça dure 3 mois et ensuite elle repart dans le circuit classique. Ce qui aujourd'hui veut être mis en place par le ministère, c'est des QPR. Donc là, la doctrine est différente, on peut les garder jusqu'à 24 mois. Il va par exemple y en avoir un sur Paris La Santé qui devrait ouvrir en fin d'année. On est peut-être à quelques mois de l'ouverture. Pour le moment, les personnels ne sont pas encore recrutés. On ne sait pas encore de quelle manière ils vont être formés. Et surtout, on est très inquiet sur quel type d'agents vont être recrutés, puisque Paris La Santé a ouvert à plus de 80% avec des élèves, des gens qui sortaient de l'école, qui avaient à peine 6 mois de formation. Ouais. Je voudrais aussi qu'on parle de ce centre de Condé-sur-Sarthe. Il a été inauguré par Christiane Taubira en 2013, présenté comme le plus sécurisé de France à l'époque. Pas de surpopulation carcérale, nous a dit Nicole Belloubet tout à l'heure. Pourtant, des incidents à répétition. Et dites-moi si je me trompe, parmi les détenus là-bas, se trouve Youssouf Fofana, l'ex-chef du gang des barbares, Tony Mellon, le meurtrier de Laetitia qui l'a démembré, Haït Ali Belkacem, l'instigateur de l'attentat du RER de Paris en 1995. Ça veut dire qu'on regroupe dans des prisons spécifiques les hommes les plus dangereux de France? C'est-à-dire qu'on va, essayer de les mettre dans des structures qui, de par leur nature, sont sécuritaires. Ouais. Maintenant, Condé-sur-Sarthe, c'est un très bel outil. Effectivement, c'est un des établissements les plus sécuritaires de France. Il y en a 2 avec Annelin. Ouais. Mais maintenant, c'est comment on utilise cet outil. C'est toujours la même question. C'est finalement, OK, on a un très bel outil, on peut faire du très sécuritaire, mais derrière, la doctrine d'emploi, la manière dont on travaille dedans, est-ce qu'elle est vraiment calibrée avec les personnes qu'on a en face? Et ça, c'est ce que nous dénonçons chez Force ouvrière. On n'est pas dans une culture du très sécuritaire aujourd'hui dans la pénitentiaire et ça nous fait défaut. Après, encore une fois de plus, on ne le demande pas pour l'ensemble du parc pénitentiaire. On veut être pragmatique. On est face à une délinquance qui est nouvelle, qui est ultra violente. Et en face, on tâtonne, on cherche, on essaye. Alors, on a beaucoup de cycles, QPR, QDV, mais finalement, des actes forts, une vraie volonté, encore une fois de plus, politique, puisque c'est très politique, tout ça, on ne voit pas arriver. Merci beaucoup, Erwan Saoudi, d'être venu nous éclairer sur cette question délégué FO pénitentiaire. Merci d'avoir accepté notre invitation.